Radio Max, la radio du sport et de la musique. Non, mais là où je veux en venir, c'est que il est possible de guérir les. Il est C'est ça, possible de guérir. Il y a des gens chez qui on a découvert des anticorps dans le plasma et qui seraient efficaces et qui font partie d'ailleurs d'un traitement expérimental actuellement pour traiter d'autres personnes. Il y a des vaccins qui sont en essai, qu'on a essayé chez des gens et qui ont donné de bons résultats. Mais il est clair que jusqu'à maintenant, officiellement, il n'y a pas de traitement ni de vaccin officiellement reconnu par l'OMS. Donc c'est des traitements expérimentaux. Les mesures thérapeutiques, je dirais concrètes, jusqu'à maintenant, c'est des mesures purement symptomatiques. Alors justement, quels sont les symptômes? Alors les symptômes, ça peut être tout à fait banal. Hein. Ça peut être une fièvre isolée, ça peut être des signes digestifs, je dirais qui rappellerait quelque part, sans trop rentrer dans les détails, une gastrite ou une gastroentérite. Et puis, quand il y a des signes de gravité, le patient est en état de septique sévère. Et là, on aura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient va avoir un syndrome hémorragique, qui va saigner un peu de partout, en interne, mais ça peut se faire en externe. Il va avoir de l'hypotension, il va avoir de l'hypothermie et il va par la suite être en difficulté respiratoire, en coma. Et à ce moment-là, il sera pris en charge en réanimation. Et à ce moment-là, le pronostic est très péjoratif. Et quand est-ce qu'on devient contagieux? Parce que tout à l'heure, j'écoutais un ministre africain subsaharien qui disait le virus d'Ebola a produit un autre virus, celui de la psychose. Alors, si vous permettez, je vais un petit peu m'étaler sur ça parce que c'est important et on est quand même en train de véhiculer des messages à la Oui, c'est très important justement. Ouais. Il faut que les gens sachent. Alors voilà, il faut que les gens sachent. Les gens qui voyagent aussi. Hein. Les gens qui Tous les voyagent jours, aussi, nous avons des surtout. compatriotes qui vont pour affaires ou pour travail ou pour en Guinée ou en Sierra Leone. Et qui rentrent, tu leur dis, t'as été où en Guinée? Et tu te regardes avec un regard. Non, je vais essayer d'expliquer certaines choses. Premièrement, la contamination par le virus Ebola, contrairement à la grippe, qu'elle soit H1N1 ou le corona ou autre, est une transmission qui se fait par contact direct. C'est-à-dire un contact direct avec une personne qui est malade ou avec un liquide biologique appartenant à cette personne. Ça peut être des sécrétions, ça peut être des selles, ça peut être. Et d'ailleurs, c'est un peu le mode de contamination fréquent. Et si vous avez remarqué, la plupart des professionnels de santé qui ont été contaminés, c'est un missionnaire aussi. C'était parce qu'il prodiguait des soins à des personnes ou parce qu'il traitait des cadavres. Et l'infirmière en Espagne? Effectivement, l'infirmière en Espagne. C'est ça, c'était une combinaison, ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Il y a une certaine manière de les porter, mais aussi de les enlever. Et quand on fait une fausse manœuvre, on peut être en contact avec l'extérieur de la combinaison. On peut être contaminé. Et donc la contamination, elle est directe. Ça, c'est un élément très très important. Cette contamination est encore plus, je dirais, possible dans des zones justement où l'épidémie sévit de manière importante, et c'est les pays qui sont maintenant connus. Mais justement, et vous l'avez rappelé, il y a maintenant on vit dans un monde où il y a énormément de mouvements de population, et on peut être en contact avec une personne qui est porteuse du virus, mais qui n'a pas l'air malade. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le virus a une période d'incubation. De combien de temps alors? De 2 jours à 21 jours. C'est 48 heures à 3 semaines pratiquement. C'est un éventail qui est assez large, et donc la personne peut être porteuse du virus mais ne pas présenter de symptômes. Et c'est pour cette raison que justement l'OMS a recommandé, le gouvernement marocain et notamment le ministère de la Santé et les autres intervenants ont établi un protocole national via la direction de l'épidémiologie au ministère de la Santé. Et ce protocole fait que toutes les personnes qui viennent de ces zones pandémiques à travers les points d'entrée les plus importants au Maroc, parce que les vols internationaux vers l'Afrique, c'est essentiellement l'aéroport de Casablanca, il faut le rappeler. Et puis, on a un transport maritime qui se développe, alhamdoulilah, et donc il y a le port de Casa et le port de Tangemed. Et puis, il y a une possibilité d'accès par voie terrestre via le Gargarat au sud. Et donc, au niveau de tous ces points, il y a un protocole très, très, je dirais, rigoureux qui a été mis en place par le ministère de la Santé, où toutes les personnes qui viendraient, ou qui sont supposées venir de ces zones, sont contrôlées avec, bien sûr, leur identité, et sont même suivies.
par les services de santé pendant cette période d'incubation pour détecter le moindre signe de contamination, et quel cas ils seront pris en charge en isolement pour être traités, et d'abord pour être prélevés, pour s'assurer que c'est bel et bien la maladie, parce que on peut venir d'une zone pandémique, mais on a tout à fait le droit de faire un petit rhume normal, une petite grippe normale avec la clim dans l'avion, et vous descendez, voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que, d'abord, je dirais à la communauté médicale, aux professionnels de santé, je dis qu'il faut être très très vigilant par rapport au message qu'on véhicule. Deuxièmement, il ne faut pas céder à la panique. Troisièmement, il y a des mesures qui ont été établis par le ministère, il y a des protocoles qui ont été envoyés à toutes les directions régionales de la santé, il y a eu des réunions qui ont été faites partout, il y a des sites d'isolement qui ont été individualisés, et donc il faut tout simplement, et d'ailleurs ça a été rappelé il y a 2-3 jours par quelques ministres de santé européens, notamment espagnols et français, il faut... J'ai vu d'ailleurs hier le ministre français, justement, il donnait un numéro, il disait d'appeler les pompiers, de ne pas aller dans les services d'urgence, de ne pas aller chez son médecin traitant, d'appeler carrément les pompiers au 15. On a un numéro, nous? On a les numéros du ministère de la Santé. On n'a pas de numéro vert, c'est-à-dire comme voilà, on peut se renseigner sur... Pour le moment, mais on a le numéro de la DELM, de la direction de l'épidémiologie au ministère de la Santé, qu'on peut contacter. C'est-à-dire la direction de l'épidémiologie. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de numéro vert pour la population, pour la simple raison, encore une fois, que le Maroc... Il n'y a pas de cas signalé. Voilà, le Maroc étant étiqueté comme un pays, je dirais, de risque limité. Et donc, on n'est pas encore à cette phase d'opérationnalisation. Mais on a les numéros des urgences, on a le numéro de la direction de l'épidémiologie, et on a les services de santé qu'on peut contacter, notamment les directions régionales, les hôpitaux, pour avoir le maximum d'informations possibles. Quand on est supposé, quand on pense qu'on est malade ou qu'on est porteur du virus, le plus important, c'est de ne pas trop, justement, bouger. C'est pour ça qu'on va peut-être donner ce genre d'instructions dans quelques pays. Mais l'essentiel, c'est tout le monde insiste sur le fait qu'il ne faut pas céder à la panique et qu'il faut appliquer les protocoles en vigueur. Si on les applique, normalement, il n'y a pas de problème. Mais, alors, médicalement, vous le médecin, ce report justement de la CAN, cette demande de report, qu'est-ce que ça présente? Ce report, risque carrément, hein, ça a été reporté. Hein. Ça y est, c'est pas de demande de report, c'est reporté. Allez, report. C'est pas la même chose. Bien, moi, je viens de l'apprendre ce matin, en fait, que c'est maintenant reporté. Avant de donner ma réponse, je vais juste présenter un petit peu les choses autrement. Vous savez, en situation entre guillemets normale. Alors, je m'excuse, hein, professeur, mais je vais dire aux auditeurs qui nous écoutent, aux auditeurs, que nous sommes en compagnie du professeur Hicham Nejmi, qui est directeur de l'hôpital Ibn Toufay. Et donc, on parle justement... il est venu nous éclaircir justement sur la pandémie de l'Ebola. Dans les réseaux sociaux, on a dit, la route tue 4000 personnes. Ah oui, justement. C'est le nombre de personnes décédées dans ces 4 ou 5 pays, sachant qu'il n'y a pas de contagion quand il y a des accidents de la route. Alors que là, vous avez dit que c'est au contact. C'est au contact direct, effectivement. Contact direct, qu'il y a des prélèvements, qu'il y a des protocoles. Alors, vous avez dit aussi qu'il ne fallait pas céder à la panique, mais justement, par rapport à cet événement qui est la CAN, avec une venue massive de supporters de pays qui pourraient être affectés, qu'est-ce que ça aurait pu... qui présente des risques. Présente des risques. On peut dire ça comme ça. Il y a des risques, voilà. Il y a des risques. Moi, je commencerai par dire qu'en situation normale, imaginons qu'il n'y a pas d'état pandémique à l'international, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'Ebola, prenez une manifestation où il y a des grands rassemblements de population, justement, la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Jeux Olympiques, etc. Déjà, en situation normale, il y a des recommandations de l'OMS sanitaire, et pour des mesures sanitaires, justement, de suivi des populations, d'identification des risques épidémiques éventuels en fonction de chaque région. Au Brésil, il n'y a pas très longtemps, il y avait la Coupe du Monde, on parle de chikungunya, on parle de maladies, je dirais, spécifiques à cette zone du globe. Et le cas échéant, si on est au Maroc, on va dire, voilà, quels sont les risques auxquels ces populations éventuellement vont être exposées, quelles sont les mesures pour les prévenir. Il y a les services d'hygiène qui interviennent. Vous pouvez avoir tout simplement des touristas pour des gens qui vont aller Mexique. Voilà. Et puis au Mexique. Voilà. Chez nous aussi. C'est des syndrome des étudiants au Mexique. Voilà. C'est des événements où c'est censé être la fête.
où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui bougent, qui font la fête, qui sont partout. Et le fait de les contrôler, de les suivre, d'appliquer, je dirais, des mesures, c'est quand même assez contraignant, assez lourd. Maintenant, quand vous avez un risque supplémentaire qui est de cette ampleur, qui est responsable de décès, il est évident que les choses deviennent encore plus compliquées. Et justement, parmi les mesures de limiter la diffusion de l'épidémie, c'est justement de contenir les gens et d'éviter les mouvements de population le maximum possible. Tout compte fait, un avis personnel, c'est peut-être en fin de compte une bonne chose. Et c'est pertinent de reporter. Alors, est-ce que c'est vrai, parce que hier on écoutait un reportage avec Belaïd, un reportage d'une chaîne française, et il parlait aussi de manque d'hygiène, manque d'eau aussi, d'eau potable, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Ça peut. Est-ce que ça joue? Ça joue. Écoutez, toutes je dirais les pathologies, les infectiologues aussi connaissent mieux que moi certainement, mais toutes les pathologies où vous avez une transmission manuelle, je dirais, que ce soit d'origine digestive ou autre, et notamment en cas de pathologie dite transmissible et d'origine infectieuse, les mesures d'hygiène sont l'élément de base. C'est élémentaire. C'est-à-dire, c'est le basique. C'est se laver les mains avant et après, c'est se protéger. C'est quand on est face à une personne malade, prendre des mesures d'hygiène comme de port de gants, etc. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est des épidémies assez graves. J'ai parlé tout à l'heure d'équipements de protection individuelle pour les soignants, etc. C'est important. Mais le basique, vraiment le basique, et ça doit être une action de tous les jours, c'est de se protéger en se lavant tout simplement les mains, en respectant les mesures d'hygiène élémentaires. Dans tous les cas, ce qu'il faut rappeler, peut-être il y a un historique derrière tout ça, c'est que le Maroc, jusqu'à présent, a réagi in extremis à l'incitation de l'OMS. Le Maroc a quand même abrité un certain nombre de compétitions subsahariennes. Aujourd'hui même, il y aura un match Ghana-Guinée. Donc, si on est allé à ça, c'est parce que la situation l'imposait peut-être, docteur. Il faut rappeler que, alhamdoulilah, au Maroc, on a quand même des gens qui sont assez compétents pour gérer ce genre de situation. Que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit les autres services concernés, gendarmerie royale, sûreté nationale, etc. On a un petit peu l'expérience. Moi, je parle en connaissance de cause à Marrakech parce qu'on a éventuellement d'événements pratiquement toute l'année où on est sollicité pour assurer les couvertures médicales, donc on s'y connaît un peu. Radio Mars, la radio du sport et de la musique.